Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La place Boldieu se situe entre les rues de Marivaux, Grétry et Favard, dans le quartier Vivienne du second arrondissement. Elle porte depuis 1852 le nom du compositeur français François-Adrien Boldieu, en raison du voisinage de l'Opéra-Comique où ses œuvres furent interprétées. Des lettres patentes données à Marly-le-Roi le 14 octobre 1780 et enregistrées au Parlement de Paris le 24 du même mois autorisèrent la compagnie Reboul de Villeneuve à faire construire sur l'emplacement des jardins de l'hôtel de Choiseul, aujourd'hui détruit, une salle de spectacle pour la comédie italienne et à former au-devant une place de 400 toises de superficie. Ces lettres furent immédiatement mises à exécution et la nouvelle place prit la dénomination de place de la Comédie Italienne, puis place des Italiens. De 1816 à 1852, année où elle reçut son nom actuel. Alexandre Dumas fils naquit dans la maison située au numéro 1 de la place le 27 juillet 1824. Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est également surnommé la salle Favard. Il accueillit de manière permanente la troupe de l'Opéra-Comique de 1783 à 1801, puis de 1840 à 1971. L'Opéra-Comique a été fondé sous le règne de Louis XIV, le 26 décembre 1714, par Catherine Baron et Gauthier de Saint-Hem. Ces derniers ont réuni des troupes qualifiées de foraines qui donnaient des spectacles lors des foires annuelles de Paris. L'une des troupes présentes à la foire de Saint-Germain-des-Prés prit le nom d'opéra-comique. Le répertoire se composait de pantomimes et de parodies d'opéra afin de déjouer les interdictions dont les troupes étaient frappées à la suite de procès intentés par la Comédie Française, inquiète face à la qualité montante des spectacles de rue. En 1714, un décret autorise la troupe de l'opéra-comique à posséder son propre théâtre, mais avec une contrainte: intercaler des dialogues parlés dans les œuvres chantées. La troupe connut des débuts difficiles, ainsi que plusieurs périodes de fermeture, entre 1719 et 1720, puis de nouveau entre 1722 et 1723. En 1743, Jean Monnet prend la direction de l'Opéra-Comique et embauche l'auteur Charles-Simon Favard. Le succès est aussitôt au rendez-vous et fait ombrage aux autres théâtres parisiens. Pour y remédier, les autorités provoquent une nouvelle période de fermeture entre 1745 et 1751. Cette année-là, la ville de Paris obtient la réouverture du théâtre et conserve Jean Monnet à la direction. En janvier 1762, l'Opéra-Comique fusionne avec la troupe de la Comédie Italienne. La nouvelle troupe déménage à l'hôtel de Bourgogne le 3 février 1762. En 1779, bien que ne comprenant plus aucun italien, la troupe prend le nom de Théâtre Italien, avant l'année suivante de reprendre le nom d'Opéra-Comique. C'est grâce au revers de fortune du duc de Choiseul que les artistes de l'Opéra-Comique purent enfin avoir un théâtre digne d'eux. En effet, l'ancien secrétaire d'État de Louis XV, malgré sa disgrâce intervenue en 1770, menait un train princier non sans de grandes difficultés financières. Pour y pallier, il décida en 1780 de lotir le parc qui flanquait son superbe hôtel. Une partie du lotissement fut concédée le 20 décembre 1781 à la troupe de l'Opéra-Comique qui confia à l'architecte Jean-François Heurtier le soin d'élever la nouvelle salle. Avant même qu'elle ne soit sortie de terre, la censure s'exerça à ses dépens et on reprocha vivement au duc de Choiseul d'avoir exigé que la façade de ce nouveau théâtre soit à l'opposé des boulevards, sur une petite place, parce que, je le cite, il ne voulait pas que les futurs spectateurs soient confondus avec les badauds. En tout cas, l'ancien ministre de Louis XV fit réserver pour sa famille et ses héritiers la propriété du vestibule et de l'entrée, du côté de la place, pour y installer 2 cafés placés de chaque côté. Enfin, il exigea la propriété pour la duchesse et pour lui-même d'une loge face à la Seine. Le théâtre fut donc construit place des Italiens, du nom du boulevard où il aurait dû trouver place, qui devint quelques années plus tard la place Boldieu.
La troupe royale de l'Opéra-Comique inaugurait sa nouvelle salle avec Blaise et Babet sur un livret de Monvel en présence de Marie-Antoinette le 28 avril 1783. L'intérieur de la salle Favart, c'était désormais son nom, de forme ovale décorée d'ornements et de boiseries dorées, d'une capacité de 1255 places, était divisé en 3 rangs de loges couronnés par un entablement où on avait pratiqué 2 rangs de loges de côté, et face à la scène, un amphithéâtre où 10 rangs de banquettes pouvaient contenir 400 personnes. À la tête de la troupe brillait d'un vif éclat la belle Madame Favart, Cloval, le ténor Trial, et le vieux et l'admirable Madame du Gazon, qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes aux compositeurs attitrés de leur théâtre, Grétry et Dalérac. Cette première salle révéla bientôt d'importants défauts, mauvaise visibilité, espace scénique insuffisant, et pas de salle de répétition. À cause de cela, et aussi à cause des événements qui secouaient le monde extérieur, la troupe quitta le théâtre et fusionna avec la troupe du théâtre Feydeau le 16 septembre 1801. Elles prirent le nom de Théâtre national de l'Opéra-Comique et s'installèrent salle Feydeau. En 1802, Napoléon Bonaparte, alors premier consul, décide de transférer la troupe de l'Opéra Buffa, plus connue sous le nom de Comédie italienne, dans la salle restée vacante, créée l'année précédente au Théâtre Olympique par Mademoiselle Montansieux. Elle la quittera à son tour faute de public, après une dernière représentation le 19 mai 1804 pour fusionner avec la troupe du Théâtre Louvois sous la direction de Louis-Benoît Picard et devenir le Théâtre de l'Impératrice. La troupe de l'Opéra-Comique revient alors salle Favart le 23 juillet 1804 en raison de travaux à la salle Feydeau. La salle Favart bénéficie à l'automne de restaurations et d'embellissements qui conduisent la troupe de l'Opéra-Comique à jouer temporairement au Théâtre Olympique du 3 au 23 octobre 1804. Revenue à Favart le 24 octobre 1804, elle y donne sa dernière représentation le 4 juillet 1805 avant de s'installer dans le nouveau Théâtre Feydeau le 2 septembre 1805. 2 ans plus tard, l'Opéra-Comique est porté sur la liste des 4 principaux théâtres parisiens et un décret fixe le genre de l'Opéra-Comique comme suit: comédie ou drame mêlé de couplets, d'ariettes et de morceaux d'ensemble. La salle Favart est vendue à un certain Delamarre. Les Italiens font leur retour en 1815 sous la direction de la cantatrice Angelica Catalani, suivie en 1818 de la troupe de l'Odéon et en 1820 de celle de l'Opéra, puis par différentes troupes. En 1825, Charles X rachète la salle Favart pour y reloger les Italiens. Le 16 avril 1829, la troupe de l'Opéra-Comique, occupant donc la salle Feydeau, est obligée de la quitter pour s'installer dans la salle Ventadour. La salle menace en effet de s'écrouler et doit être détruite. Édifiée spécialement, la nouvelle salle est cependant trop chère pour la troupe de l'Opéra-Comique, qui fait faillite plusieurs fois entre 1829 et 1832. Face à ces charges trop élevées, Jean-François Boursault, alors directeur de la troupe, doit renoncer et se reloger au Théâtre des Nouveautés. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1838, un incendie détruit la salle après une représentation de Don Giovanni de Mozart. Cet incendie est dû au système de chauffage. Un tuyau du calorifère du foyer de l'orchestre, chauffé au rouge, met le feu au magasin de décors. Hector Berlioz propose alors au ministère un projet d'exploitation de la nouvelle salle à ses propres frais, mais cette demande est rejetée par la Chambre des députés. Les autorités prennent alors la décision de construire au même endroit un nouvel opéra-comique dont les travaux commencèrent en 1839 sous la direction de François-Louis Crosnier, selon des plans de l'architecte Théodore Charpentier, pour s'achever au début de 1840. L'extérieur du nouveau théâtre est assez semblable à celui de son devancier. Il comportait un péristyle composé de 10 belles colonnes, dont 4 en façade, celui-ci donnant accès à un large vestibule ouvrant toujours sur la place des Italiens, car les héritiers de Choiseul n'avaient pas désarmé. La salle étonne, et notamment l'imposante structure métallique. Ces loges, aménagées avec des salons confortables et un éclairage intimiste, font jaser les familles bourgeoises. La salle, vaste, commode et élégante, était joliment décorée et on avait adopté pour l'ensemble des peintures
et le damas des loges et des fauteuils une tonalité bleu clair. La nouvelle salle Favart portait sur son fronton « Théâtre de l'Opéra-Comique ». Toujours d'une capacité de 1255 places, elle fut inaugurée sous la direction de Cranier le 16 novembre 1840, avec la reprise de Préauclair de Ferdinand Hérold, à laquelle succéda la damnation de Faust d'Hector Berlioz, dirigée par l'auteur. En 1848, le nouveau gouvernement confia à Émile Perrin le soin de diriger l'Opéra-Comique, ce qu'il fit de main de maître. L'Étoile du Nord de Meyerbeer atteignit la 200e, ce qui à l'époque était prodigieux. Perrin, dont les sentiments républicains étaient connus, disparut avec le Second Empire, et ce fut Nestor Roqueplan, célèbre journaliste et boulevardier, qui administra la salle Favart à partir de 1858. Il y fit construire, en courtisan zélé, un escalier supplémentaire pour desservir la loge impériale. Le 17 novembre 1866, l'Opéra-Comique, dirigé par Adolphe de Levant, présente pour la première fois un opéra d'Ambroise Thomas qui connaît un grand succès. Mignon, livré de Michel Carré et Jules Barbier, inspiré par Wilhelm Meister de Goethe. En 1875, Delocle, nouveau directeur, eut à faire face à de nombreuses difficultés, dont la moindre n'était pas celle de l'ouverture de l'opéra au Palais Garnier. C'est au début de cette année-là que le jeune compositeur Georges Bizet allait remettre à Locle la partition de son nouvel opéra-comique, Carmen, tiré d'une nouvelle de Mérimée par Meillac et Halévy. Créée le 3 mars 1875, l'œuvre fut froidement accueillie malgré une éclatante distribution où brillait Mademoiselle Gali-Marié. Il fallut attendre la reprise, le 21 avril 1883, pour que le chef-d'œuvre de Bizet remporte un triomphe dont ne put jouir le compositeur, mort prématurément en juillet 1875. Carvalho, nouveau et habile directeur, allait s'employer à faire de la salle Favart une des meilleures scènes lyriques en y accueillant de jeunes et brillants auteurs comme Massenet, dont on créait Manon, et de Léo Delibes, l'Acmé. En 1880, Léon Carvalho, assisté du directeur musical Charles Lamoureux, reprend Mignon avec une nouvelle cantatrice américaine, Mary Van Zandt, surnommée Miss Fauvette. Après quelques succès avec Le Pardon de Plohermel ou Les Noces de Figaro, Carvalho la programme dans Le Barbier de Séville de Rossini. Mais son accent américain fait scandale et elle est contrainte de démissionner. Tout allait pour le mieux pour l'Opéra-Comique et son directeur jusqu'au soir fatal du 25 mai 1887. Le rideau venait de se lever sur le premier acte de Mignon. Deux jeunes cantatrices étaient en scène, Mesdames Margilien et Tasquin, lorsque des flammes jaillirent des portants au-dessus des deux interprètes. Le feu allait se propager de la scène à la salle avec une effrayante rapidité. L'incendie fut d'une telle violence qu'on dénombra 84 victimes, à commencer par les deux malheureuses chanteuses, ainsi que 4 habilleuses, 4 ouvreuses, 4 danseurs et 2 choristes. L'incendie fut provoqué par une défectuosité de l'éclairage au gaz de la herse située au-dessus de la scène. Le gouvernement paie une compensation aux victimes et un concert est donné au bénéfice des employés de l'Opéra-Comique, alors au chômage, qui s'installent provisoirement au Théâtre des Nations, l'actuel Théâtre de la Ville, place du Châtelet. La nuit qui suivit cette catastrophe, Carvalho présentait sa démission au ministre de l'Instruction publique des Beaux-Arts. Ce dernier est jugé responsable, condamné, puis acquitté en appel. Il a été remplacé presque immédiatement par Jean Barbier. À la suite de cet incendie, les pouvoirs publics imposent des normes de sécurité. Issues de secours, rideaux de fer séparant la salle de la scène, élargissement des portes et des couloirs, l'éclairage à l'électricité devient obligatoire dans tous les théâtres et cafés-concerts. Après un long débat, les autorités décident de reconstruire la salle Favart. Un concours s'ouvrit en 1893 et désigna comme lauréat l'architecte Louis Bernier. L'actuel Opéra-Comique domine de sa masse la petite place Beaulieu, puisque cette scène, comme ses devancières, tourne délibérément le dos au boulevard des Italiens. L'architecture du théâtre est plus éclectique que les précédentes.
Le 7 décembre 1898, après 11 ans de travaux, la nouvelle salle est inaugurée en présence du président de la République, Félix Faure. L'Opéra-Comique allait connaître sous la direction d'Albert Carré, qui l'administra pendant 15 ans, des heures de gloire avec la création de nombreuses œuvres contemporaines, au premier rang desquelles il faut citer Louise de Gustave Charpentier, roman musical riche de poésie populaire dont le livret avait été écrit par le compositeur lui-même. Péléas et Mélisande, drame symbolique de Maeterlinck, pour lequel Claude Debussy avait composé une musique dont le raffinement harmonique ne fut pas compris par une partie du public de la Générale, mais qui devait s'imposer finalement à l'issue de représentations tumultueuses. Et enfin, L'heure espagnole de Maurice Ravel, comédie lyrique qui marquait les débuts au théâtre de l'auteur de Mamerlois. Les difficultés financières du théâtre dans les années 1930 entraînent l'intervention de l'État qui, le 13 août 1936, rapproche par décret l'Opéra-Comique du Théâtre national de l'Opéra pour former la Réunion des théâtres lyriques nationaux, RTLN, sous l'administration de Jacques Roucher. Le 14 janvier 1939, la nouvelle structure devient un établissement public à part entière, placé sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Après une première fermeture en 1971, l'Opéra-Comique cesse son activité le 30 novembre 1972 pour devenir de 1974 à 1978 un lieu de formation pour les jeunes chanteurs sous le nom d'Opéra Studio. La RTLN est dissoute officiellement le 7 février 1978 au profit d'une nouvelle structure unique, le Théâtre national de l'Opéra. La salle Favart devient alors la seconde salle de spectacle de l'opéra. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les créations d'Atis, de L'Huillet, de Médée de Charpentier, dirigé par William Christie et mis en scène par Jean-Marie Villégier. Pourtant, dès 1988, l'Opéra-Comique est menacé de fermeture suite à la construction d'une nouvelle salle pour l'Opéra de Paris, l'Opéra Bastille. La salle Favart recouvre son indépendance en 1990 sous forme d'une association loi de 1901 et rouvre ses portes après d'importants travaux de rénovation. Elle est successivement dirigée par Thierry Fouquet, de 1989 à 1994, Pierre Médecin, de 1994 à 2000, et Jérôme Savary, de 2000 à 2005. Le théâtre est régi depuis le 1er janvier 2005 par le décret fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique, un établissement public à caractère industriel et commercial. L'article 2 de ce décret lui confie une mission très large puisqu'il peut représenter des ouvrages lyriques, mais aussi des pièces de théâtre sans musique. Son répertoire s'étend de la musique baroque à la musique contemporaine. L'Opéra-Comique est dirigé par un conseil d'administration qui comprend 8 membres, 3 représentants de l'État, 3 personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, et 2 représentants élus des personnels permanents de l'établissement. Jean-Yves Laroutureau est nommé président du conseil d'administration le 4 avril 2018. L'Opéra-Comique est dirigé par Jérôme Deschamps depuis le 27 juin 2007. Le 29 avril, la nomination d'Olivier Mantet, directeur adjoint de l'Opéra-Comique et co-directeur des Bouffes du Nord, est annoncée à compter de juin 2014, en remplacement de Deschamps, atteint par la limite d'âge. Alcyone tragédie en musique de Marin Marais est représentée en 2017 sous la direction de Jordi Saval et une mise en scène de Louise Moatti. Depuis le début des années 2000, l'Opéra-Comique dispose d'un atelier de confection et de teinture de costumes dans ses murs. Il s'étend sur 2 étages et peut employer jusqu'à une quinzaine de personnes. L'atelier de teinture utilise des pigments naturels comme le réséda, la cochenille ou la garance, ce qui permet de recréer le plus fidèlement possible les nuances de costumes historiques lorsque tel est le souhait de la mise en scène. Certains des costumes de l'Opéra-Comique sont ensuite transmis, après la fin des productions, au Centre national du costume de scène à Moulins, dans l'Allier. Un perron flanqué de 4 candélabres en granit d'Écosse donne accès à 3 grandes portes protégées de grilles dessinées par l'orfèvre Christoffel. Les 3 hautes fenêtres du premier étage, enchâssées dans des arcades en plein cintre, sont surmontées de 6 cariatides sculptées par André-Joseph Allard,
pour celle de gauche, Gustave Michel pour celle du milieu et Émile Pénaud pour celle de droite. Le chéneau est décoré de masques et d'acrotères au sigle de la République française. Tandis que de part et d'autre du balcon, on peut admirer dans leur niche la musique par Denis Puech et la poésie par Ernest Gilbert. À l'intérieur, son large vestibule est décoré de statues en marbre blanc figurant Carmen et Manon, dues respectivement à Maurice Guiraud-Rivière et Antonin Mercier. Sur la frise en haut du mur figurent des noms de compositeurs. 2 escaliers conduisent à la salle principale et au foyer. L'escalier Marivaux est décoré de peintures murales réalisées par Luc-Olivier Merson, le chant au Moyen-Âge et la poésie, tandis que le plafond est orné de la chanson, l'élégie et l'hymne en triomphe. Les murs de l'escalier Favard furent peints par François Flamengue, la tragédie grecque et le ballet, tandis que le plafond montre la vérité sortant du puits et la comédie fustigeant les vices. Le grand vestibule ou avant-foyer est paré également de peintures allégoriques réalisées par Joseph-Paul Blanc, la musique, la danse, la comédie et le chant. Le plafond en mosaïque de verre est l'œuvre de l'atelier Fakina, tandis que les rampes et balustrades en bronze doré furent produits par l'atelier Christoffel. 4 bustes sont visibles: André Messager par Joseph-Emmanuel Cornier, Alfred Bruno par Alexandre Decatoire, Emmanuel Chabrier par Auguste Musetti et Gabriel Fauré par Fix Massot. Le foyer est décoré de peintures d'Henri Gervex, le ballet comique de la Reine et la Foire Saint-Laurent, de Victor Massé, Les Noces de Jeannette, de Ferdinand Harold Zampa, d'Adolphe Adam, le flûtiste, et de François-Adrien Boldieu, le génie. De nombreux bustes de musiciens sont visibles: Étienne Nicolas Méhul par Jean-Antoine Injalbert, Édouard Lalo par Charles Perron, Ambroise Thomas par Émile-René Lafont, Fromental à Lévis par Gustave-Joseph Desbris, Claude Debussy par Marthe Spitzer, André Modeste Grétry par Henri-Édouard Lombard. Parmi les médaillons, nous reconnaissons des librettistes, Eugène Scribe, Jean-Michel Séden et Charles-Simon Favard, des compositeurs, François-André Danican-Philidor, Nicolas Dalérac, Nicolas Isoire, dit Nicolo, Félicien David, Victor Massé, Léo Delibes, et des chanteurs, François Eléviou, Jean-Blaise Martin et Marie Molien-Carvalho. Au plafond, la ronde des notes par Albert Maignan. À l'entrée de la salle Favard, 2 bustes, Jules Barbier par Gustave Adolphe Désiré Croc et Jules Massenet par Yann et Joël Martel. La salle Favard, d'une capacité de 1255 places, est couronnée par un plafond circulaire peint par Benjamin Constant. La gloire regardant passer les fictions lyriques, tandis que la scène est encadrée de sculptures de Laurent Marqueste. Le rideau de scène est l'œuvre d'Auguste Rubé et Masson. Bien que le théâtre empiétât de 5 mètres sur la place, il fut jugé encore trop exigu par la critique. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.